De tout temps, nos sociétés ont eu à cœur d'imposer le courant dominant à l'ensemble de la population. Au bûcher! Au bûcher! Que ce soit sous couvert de religion, comme Galilée, condamné pour hérésie et contraint de renier ses découvertes sous peine de sanctions très graves, ou sous couvert de science, comme le docteur Semmelweis, traité de fou par ses collègues simplement parce qu'il osait dire qu'il fallait se laver les mains avant de pratiquer un acte chirurgical. Il a fini sa vie dans un asile. Parce qu'il avait raison, mais trop tôt. Heureusement, aujourd'hui, on risque plus d'être exécuté ni interné pour avoir une pensée qui diverge. Et pourtant, science et spiritualité se regardent encore d'un œil méfiant, comme deux anciens rivaux, obligés de cohabiter sans vraiment s'écouter. De logiques qui s'opposent, qui se défient, qui se contredisent parfois, selon les époques, selon les cultures. Un peu comme Gandalf et Saruman, formés par les mêmes maîtres, mais guidés par des visions du monde radicalement opposées. Je le comprends d'autant mieux qu'il y a quelques années encore, j'étais un cartésien convaincu. Féru d'imaginaire, oui, mais qui regardait d'un œil amusé certaines pratiques ésotériques, en les rangeant dans la case doux rêveur. Bien loin, pensais-je, du réel. J'étais incapable de méditer, insensible à l'hypnose, réfractaire aux pratiques subtiles, jusqu'au jour où j'ai découvert comment débrancher mon mental, comment explorer des états modifiés de conscience et vivre tant d'expériences qu'on m'avait pourtant dites impossibles, que j'ai bien été obligé de revoir ma copie, là où mon cerveau bloqué, mon corps, lui, vibrait. Mais plus que de les reconnaître, j'en ai fait mon métier. Si ce passage d'un monde à l'autre m'a paru si simple, alors pourquoi avais-je donc résisté aussi longtemps? Pourquoi ai-je dû déconstruire autant de choses pour enfin voir ce que j'avais finalement toujours eu sous les yeux? Il faut dire que notre cerveau filtre le réel. Soumis à des milliards d'informations, il trie. Et ce qu'il choisit de nous montrer, ce sont souvent des confirmations. Des données qui vont dans le sens de notre système de valeurs, de nos croyances, de notre équilibre intérieur. On appelle ça un biais cognitif. Et on en a plein. Comme l'a montré Festinger, quand une info contredit nos croyances, on préfère souvent tordre la réalité que tordre notre vision du monde. C'est exactement ce qui se passe dans Inception, quand les personnages finissent par oublier qu'ils rêvent parce que leur inconscient a recréé un monde si cohérent qu'il devient confortable. Comme si leur cerveau avait décidé de rester dans la matrice, parce que la matrice est familière, et que la réalité, elle, demande un effort, parce que c'est inconfortable d'en sortir, parce que ça dérange, parce que ça nous oblige à réécrire notre narration intérieure. Ben oui, pas facile d'admettre qu'on s'est peut-être planté. Pour garder la cohérence, notre esprit peut tricher. Il biaise nos perceptions, notre mémoire, nos pensées. Mais il existe de moyens de déjouer ça, ou au moins de s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle une démarche métacognitive. Observer sa façon de penser, pour ne pas se faire piéger par ses automatismes. Comme Sherlock Holmes, dont la vraie force n'est pas de voir l'invisible, mais de remarquer ce que tout le monde oublie de questionner. Et là, je tiens à être clair. J'ai rien contre les croyances. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, tant qu'il ne cherche pas à l'imposer aux autres. Mais pour ça, encore faut-il reconnaître ce qui relève d'un fait établi et ce qui tient d'une croyance personnelle. Et ça change tout, dans nos débats, dans nos choix, dans notre façon de vivre. Ne pas prendre pour vérité absolue ce qui n'a pas encore été prouvé, et ne pas rejeter ce qu'il a déjà été, même si ça dérange. Dans ce monde saturé d'infos, on peut dire tout et son contraire, où les discours absurdes peuvent parfois venir de gens très puissants, la pensée critique, le doute méthodique, la validation rigoureuse, ce sont des boucliers, des garde-fous, des outils de discernement. Et pourtant, dans ce brouhaha, j'ai vu des cartésiens sincères rejeter des faits établis par peur de sortir de leur zone rationnelle. Et des spirituels bienveillants glisser vers des croyances risquées faute d'outils pour trier l'intuition du fantasme. Mais si au lieu de se crisper, on osait prendre un peu de hauteur, observer, douter, explorer, sans avoir besoin d'avoir raison, comme le docteur dans Doctor Who, qui voyage dans les mondes comme dans les idées, sans imposer sa vérité, mais juste pour comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir un espace de réconciliation, avec pourquoi pas Néo, Gandalf et deux ou trois autres perturbateurs inspirés, comme Scully qui doute, mais continue d'enquêter, le petit prince qui pose des questions que les adultes ne se posent plus. Pas pour les faire penser pareil, pour les faire dialoguer. Ces croisements improbables, ils existent déjà, dans la neurothéologie, dans les recherches noétiques. Un peu comme si un conseil Jedi élargi se retrouvait autour d'un thé, non pour parler de la force, mais pour explorer ce qui relie l'intuition, la science et l'éthique. Je ne suis pas un chercheur au sens académique, je suis un chercheur de sens. Je m'interroge, j'explore, je doute, je vis, je me remets en question, je note.
C'est déjà beaucoup. Alors si cette tribune vous parle, si elle vous touche, vous remue, vous appelle, vous avez envie de la nourrir, de l'amplifier, de la diffuser, de l'incarner, de la suivre tout simplement, que vous soyez sceptique, curieux, spirituel, rigoureux ou juste humain en transition, soyez les bienvenus. Parce que le monde est peut-être bien plus vaste qu'on ne le croit. Vous n'avez encore rien vu.